Dire à mon petit-fils que j'ai logé dans un château. Il va me demander où étaient les chevaliers. Je vais lui dire que j'ai peut-être pas rencontré des chevaliers comme à l'époque, mais j'ai participé à des tables rondes avec des gens très enthousiastes et je vous en remercie chaleureusement de la participation aux discussions que j'ai eues avec plusieurs d'entre vous durant mon séjour ici. Juste un petit mot pour préciser pour les gens qui se joignent à nous aujourd'hui. C'est dans le cadre d'un projet international pour la francophonie qui regroupe des partenaires québécois, belges et français. Et on veut ensemble créer une base de connaissances collaborative sur le pilotage d'établissement. Et ça, c'est le projet. Dans une logique wiki, où chacun de vous, un jour ou l'autre, pourra aller se promener, aller être en contact avec des connaissances de collègues qui y ont mis, et vous-même, vous pourrez collaborer à cette base de connaissances-là. Donc, ça s'inscrit dans ce projet-là. Fin de la parenthèse, je vais commencer plutôt aujourd'hui par ma présentation, la gouvernance scolaire et le pilotage de l'établissement, le contexte québécois. Lors de la présentation, des repères sur l'organisation scolaire québécoise, des repères structuraux et historiques sur de la gouvernance québécoise d'éducation, parce qu'avant d'expliquer un peu le fonctionnement et certaines lignes qui apparaissent autour de la question du pilotage, je trouvais important de vous situer un peu dans quel contexte c'est apparu. Il faut dire aussi que, vous allez voir, je vais l'expliquer, nous avons modernisé notre système d'éducation en très peu d'années. En fait, on peut dire qu'on a fêté l'année passée 50 ans de cet épisode de modernisation. Donc, c'est très, très court et très dense et je trouve que c'est de l'intérêt, ça rend cette démarche-là intéressante dans le sens de l'observer, comment elle a évolué dans son contexte d'aujourd'hui. L'établissement à la nouvelle régulation, donc après tout ce contexte-là, cette évolution-là, prendre quelques temps pour parler de la question de l'établissement et la nouvelle régulation qui se crée tout autour des établissements actuellement. Et finalement, des repères pour le pilotage de l'établissement, un peu aborder cette question-là dans une perspective que l'histoire a laissé des traces. Les sociologues disent de la sédimentation, vous savez, comme des couches sédimentaires. Et les anciennes couches ne disparaissent pas, sont toujours présentes. Et les pilotes ont à composer avec toutes ces couches-là. Donc, peut-être terminer avec cette question-là de repères pour les pilotes d'établissement. Alors, allons-y. Ah, c'était supposé de faire 1789, ça. Je ne mettrai pas un point d'interrogation autour de ce chiffre-là. Ça évoque quelque chose de puissant pour vous. En fait, c'est votre entrée dans la modernité. C'est mon interprétation, hein, à cette époque-là. Pour nous, en 1791, c'était l'acte constitutionnel qui créait le bas Canada francophone et le haut Canada anglophone, parce qu'il y avait 50 000 anglophones qui arrivaient des États-Unis à cause de la Révolution américaine. Et finalement, on était 60 000 francophones. Donc, on a créé une dynamique. Et dans ça, il y avait l'introduction d'un certain parlementarisme, mais qui était tout à fait inféodé à la couronne britannique. Donc, les décisions qui pouvaient se prendre. C'est juste pour illustrer un rapport avec vous. Hein? Nous, en 1837, il y a eu des revendications majeures qui ont été complètement refusées, qui étaient dans la lignée de toutes ces révolutions-là. Et il y a eu une rébellion un peu symbolique et qui a été fortement réprimée. Donc, c'est pour dire que nous, on était dans une espèce de mouvance aussi de modernisation, mais notre contexte politique faisait que ça a un peu tout tassé cette mouvance-là.
Finalement, notre révolution à nous, c'est des années 60, 70, le milieu des années 70. On l'a appelée une révolution dite tranquille, parce qu'il n'y avait pas d'armes, pas de violence, pas d'éléments, mais il y a eu des profonds changements dans notre société. C'est donc, on pourrait dire, notre entrée dans la modernité. Avant d'aborder plus loin cette dynamique-là, quelques repères pour vous préciser de quoi je parle. Hein? À peu près un peu plus de 8 millions d'habitants, 1 700 un peu plus d'1 million d'élèves, 2638 établissements scolaires, 73 000 enseignants et enseignantes, 113 000 employés, 16 % des dépenses gouvernementales. Je trouvais important de mettre ça en perspective quand on pense que la France, c'est énormément plus gros. C'est juste pour mettre en perspective tout le système que je vais vous présenter. C'est important aussi de dire qu'au Canada, c'est une juridiction provinciale. L'éducation, ça appartient à chacune des provinces. Ça n'appartient pas au fédéral. Toutefois, et là, on a tendance à l'oublier, au Québec, l'éducation pour les communautés autochtones, ce qu'on appelle les réserves, qui sont reconnues comme territoire fédéral, à cause des ententes avec les communautés autochtones, c'est une juridiction fédérale. Donc, les 40 communautés en bas de la ligne rouge, c'est des écoles gérées par la communauté autochtone sous la gouverne du gouvernement fédéral. En haut de la ligne rouge, il y a 2 commissions scolaires. Maintenant, c'est des Inuits, des Esquimaux, comme vous dites, des Cris, etc. C'est 2 commissions scolaires qui appartiennent au gouvernement du Québec depuis qu'il y a eu une entente à la suite des travaux de la baie James, l'inondation de territoire, etc. Il y a eu des négociations entre le fédéral, les communautés autochtones et le provincial à ce titre-là. Donc, eux sont sous l'égide de commissions scolaires. Je trouvais ça important de parler aussi des Autochtones, parce qu'on parle du Canada, mais on oublie les Autochtones. C'est juste cette précision-là. Donc, le système, écoutez, la configuration, ça ne donne pas comme, je m'en excuse, c'est pas comme dans mon ordinateur. Juste une précision pour le système. Donc, maternelle, c'est 1 ou 2 ans. Ça ne commence pas tôt comme ici, ça commence 4 ou 5 ans. C'est 1 année pour des communautés qui sont socio-économiquement assez avantagées. Et pour les communautés en difficulté, vos zones prioritaires ici, là, ben, ça peut être 2 ans. Donc, après ça, il y a un tronc commun, 6 années de primaire et 2 années de secondaire. Tronc commun. Et là, après ça, il y a une division. Secondaire, on peut aller en formation professionnelle pour 1 ou 3 ans. Après ça, on va à l'emploi. Au secondaire, on va en formation générale pour 3 ans, qui conduit à une spécificité très québécoise, les cégeps, collèges d'enseignement général et professionnel, qui a encore 2 voies, une voie technique, 3 ans avec l'emploi, et une voie préuniversitaire, 2 années, qui conduit à l'université et après ça à l'emploi. Juste pour préciser de quoi on parle. C'est important, excusez, encore c'est formation pour l'adulte. C'est important de préciser que chez nous, la formation pour l'adulte joue un rôle très important. Beaucoup de décrocheurs retournent sur les bancs d'école. Toutes les réussites que les gens ont, il y a beaucoup qui passent par la question de la formation des adultes, tant au secondaire que dans les cégeps et même dans les universités. Un rapport du comité d'experts qui s'est présenté. Je fais grâce du contexte sociopolitique, mais quand même, je vais vous juste illustrer pour donner des commentaires sur notre système en termes de qualité. Les élèves du Québec se situent très bien dans les tests internationaux canadiens. La diplomation et la qualification des élèves sont en progression. Mais, comme on le disait, une proportion significative d'élèves n'obtient pas toujours un premier diplôme qualifiant dans les délais prescrits, d'où l'importance de l'éducation des adultes. Mais même là, il y a encore trop de gens qui
n'arrivent pas à se qualifier, d'obtenir le premier niveau de qualification, des populations en particulier, puis selon certains secteurs. Il faut donc poursuivre les efforts pour améliorer la réussite éducative. Le thème de la réussite éducative est là depuis les années 90. Mesures, succession de mesures, une après l'autre, etc. Avec une certaine amélioration, mais quand même, c'est encore une difficulté importante. Je rajoute ici, parce que ça a été soulevé dans le marché, dans le rapport des gens, c'est que la question du quasi-marché. On appelle quasi-marché que le rapport aux écoles se vit presque comme une situation de marché. Et dans la question de quasi-marché, il y a une couple de décennies, on a donné, inscrit dans la loi, le droit de choisir l'école à son enfant. Et c'était dans une logique claire de citoyen-client. C'était l'État commençait à développer des rapports avec la population, des rapports de citoyens. On a le droit à la scolarité, mais aussi on a le droit à magasiner son école. Phénomène de compétition entre les écoles. Ça a généré ça. Au Québec, on a un réseau d'écoles privées financé à 70 %, donc les parents payent. Et pour une certaine catégorie sociale, la seule avenue de réussite, c'est d'aller à l'école privée. Et avec une amélioration économique de nos populations, bien, la classe qui aspire à envoyer ses enfants à l'école privée s'élargit. Ce qui fait que l'école publique offre des projets particuliers, sélectifs. Et ça, le rapport dénonce cet aspect-là. Toute la question, l'efficacité relative en termes d'équité au Québec, peut-être qu'on va être en situation d'être moins équitable en termes de réussite scolaire. Donc, ça, c'est important. Et en contrepartie, de plus en plus, il y a des projets spécifiques. Et en contrepartie, l'État introduit des politiques d'intégration des enfants en difficulté. Donc, vous voyez le pattern. On a des jeunes qui quittent, qui s'en vont à l'école privée. Ils ont été sélectionnés, donc, relativement les bons élèves. Plusieurs bons élèves restent quand même dans l'école publique, mais on enlève. Puis, dans l'école publique, on a une politique d'intégration, qu'on intègre des élèves plus en difficulté dans les classes, qui en soi est une bonne chose, mais dans cette dynamique-là, ça crée un certain déséquilibre. Donc, ça aussi, c'est un problème. Alors que la littérature est claire là-dessus, la sélection et la composition de groupes homogènes n'aident pas la réussite. Ça, c'est clair. Et au Québec, on a des modalités qui favorisent ça. Ça, c'est dénoncé par plusieurs. Pour l'instant, il n'y a personne qui a annoncé des changements. D'ailleurs, souvent, les enfants des ministres eux-mêmes sont dans les écoles privées. On a eu une ministre de l'Éducation qui a fait un changement important. C'était elle qui était à l'origine d'un changement important, qui se vantait clairement d'avoir envoyé ses 4 enfants à l'école publique. Ça, c'est un enjeu important. OK. Quel est le meilleur gouvernement? Qui a le droit de gouverner? C'est Aristote qui a posé cette question-là. Donc, je vais vous présenter un peu la structure de gouvernance du Québec. C'est une gouvernance à 3 niveaux. On a le centre, le ministère de l'Éducation et des Loisirs et des Sports. Son objet, c'est encadrer, orienter et évaluer le système scolaire dans un souci de cohérence et d'équité. Donc, des programmes, les négociations salariales, ça se fait au niveau national, etc. Donc, ça donne un cadre général au fonctionnement. On a une structure intermédiaire, des commissions, on appelle ça des commissions scolaires, organiser les services éducatifs sur son territoire et veiller à leur qualité, contribuer au développement socio-culturel et économique de leur région. Donc, il y a une dimension d'acteur régional importante. Périphérique et les établissements, offrir des services éducatifs, collaborer au développement social et culturel de la communauté. En termes de gouvernance, je suis désolé, la configuration. En termes de gouvernance,
C'est un gouvernement provincial élu, traditionnellement. Okay. On a gouvernance, c'est un gouvernement, ce qui est caractéristique chez nous, c'est beaucoup comme ça en Amérique du Nord, c'est un gouvernement régional. Donc, la commission scolaire, c'est le suffrage électoral qui nomme les commissaires. On a donc, en général, 10 commissaires élus, 3 commissaires par an qui n'ont pas droit de vote, mais qui siègent aux délibérations. Il y en a un qui vient du fondamental, il y en a un qui vient du secondaire, et possiblement un qui vient des parents qui ont des enfants en difficulté d'apprentissage. Tu veux dire en quelle année a été créé le ministère? Oui, tout à l'heure. Et 2 commissaires de la communauté. Donc, c'est carrément un contre-pouvoir, une dynamique importante. La majorité, les conseils aux établissements, il y a des conseils d'établissement. La majorité des membres des conseils d'établissement, c'est les parents. Et on a les membres du personnel, et on a des membres de la communauté, et dans certaines écoles où il y a des élèves de secondaire 5, on a aussi des élèves. Tout à l'heure, je vais préciser les rôles de chacun, mais c'est juste dire la structure. Donc, c'est ça, j'arrive avec les dates, Alain. Avant 1885, il y avait quelques mesures de scolarisation publique sous le régime britannique. Et vous comprendrez que les francophones résistaient. Donc, les francophones n'ont pas voulu entrer dans la scolarisation publique, parce que c'était anglophone. 1845, première commission scolaire. En 1845, les commissions scolaires sont arrivées avant les municipalités en termes légaux. La première structure légale, c'est les commissions scolaires. Eux, déjà, il y avait la capacité, c'était un gouvernement, il était élu, capacité de réglementation, pouvoir de taxation, et au début, c'est allé jusqu'à entre 50 et 60 de l'argent affecté à l'éducation venait des taxes locales, et élections, donc élus, et aussi dotation. C'est les commissions scolaires qui engagent de la direction générale jusqu'à tous les employés. Ce n'est pas une nomination ministérielle. Donc, c'est déjà un facteur de décentralisation important. 1867, Dominion, loi constitutionnelle, l'éducation devient une juridiction provinciale claire. 1868, ministère de... Ça, peut-être que tu ne sais pas, Alain. Un premier ministère de l'instruction publique au Québec. 1868. Mais, 1875, c'est transformé en un département de l'instruction publique. Les élites religieuses n'aimaient pas voir l'État se mêler de l'éducation. Et au Québec, l'élite religieuse, c'était la garantie de la continuité de notre culture, de notre langue, de notre nation. Donc, il était fort. Quand est arrivée la perte du Canada, quand vous avez préféré les Antilles au Québec, il fait plus chaud aux Antilles. L'élite est partie en France. Restaient des religieux, des médecins, des avocats. Donc, c'était une partie importante de l'élite. Donc, à ce moment-là, ils ont fait pression pour que l'éducation reste sous le joug de l'Église, en grande partie. L'éducation primaire, il y avait des écoles avec les commissions scolaires avec un certain financement public, mais les écoles secondaires, c'était des écoles de religieux. Donc, 1848, il y avait 1927 commissions scolaires autour des paroisses. Donc, la dynamique des paroisses. Hein? En 1956 seulement, on a créé du secondaire public. Sinon, c'était le clergé. Et à la fin des années 50, 63% des élèves quittent les écoles primaires sans diplôme. 70% des écoles comptent une classe. 60% n'ont pas d'électricité. 40% n'ont pas l'eau courante. Donc, l'image folklorique chez nous, c'est l'enseignante qui met le bois dans le poêle, puis qui fait marcher l'école durant la paroisse, puis que, surtout, si elle se marie, elle ne peut plus enseigner. C'est fini. Donc, c'est pour vous dire la situation. Pourquoi?
Le territoire de référence, en fait, c'est la paroisse. Hein? Fermeture sur soi, une autarcie pour conserver son identité, ses langues. C'était une façon de survivre. Puis, on était dans un environnement de proximité très, très homogène. Hein? Notre force, c'était ça. Autre période, 64, le fameux rapport parent. D'ailleurs, c'était un monseigneur parent. Il y avait eu une stratégie de nommer un monseigneur avec l'esprit ouvert pour mener une commission d'enquête. Et là, vous vous souvenez, 64, c'est les 30 Glorieuses. Partout, on était en développement économique. Partout, dans les États-nations prenaient la place. On était en retard. La fonction publique au Québec est en retard sur le reste de l'Amérique. Hein? Donc, ça bouillonnait depuis quelque temps. Donc, une commission d'enquête, bang, on sort, et c'est vraiment un repère. On est encore dans cette réforme-là. Il y a eu des soubresauts, mais on est presque encore dans cette réforme-là. Déjà, en 1964, on parle de l'école coopérative. On parle de la place des parents dans l'école. On parle aussi même d'une école active, une pédagogie active. On commence déjà à avoir de l'influence américaine à ce sujet-là. Donc, c'est dans le rapport parent. C'est pas sûr que ça a été appliqué systématiquement, mais c'est déjà des fondements. Ministère de l'Éducation, 1964. Hein? C'était l'insulte. Là, on fait une fonction publique claire en éducation. Avant, c'était pas tout à fait ça. En 1965, on crée des commissions scolaires régionales pour le secondaire. On a encore des commissions scolaires primaires, mais on crée 55. 78, on ramène à 254 commissions scolaires. Vous voyez, on commence à organiser ça. C'est le suffrage universel. Avant, c'était les payeurs de taxes qui votaient pour les commissaires. En 1971, c'est le suffrage universel. On introduit la notion du comité d'école, des parents, du rôle des parents dans l'école, et on commence à parler de l'idée du projet éducatif, de l'école qui se construit autour d'un projet. 74, la loi d'instruction publique, on accorde une autonomie juridique aux établissements sans briser le lien organique avec les commissions scolaires. On crée le conseil d'orientation composé de parties prenantes de l'école qui adoptent le projet éducatif, donc une première forme de gouvernance des écoles locales. 1996, les États généraux de l'éducation. Parce que depuis la réforme, plus ça avance, on commence à trouver qu'on enseigne mal le français, qu'il y a trop d'échecs, etc. Donc, beaucoup de contestations. Donc, on arrive à une autre grande réflexion, États généraux, grande participation de toutes les instances, de tout groupement au Québec. Donc, à cette époque-là, c'est l'État-nation. Le Québec, la bourgeoisie, le capital était anglais. On n'avait pas les moyens de se développer. Dans l'idée de l'État-nation, des Trente Glorieuses, la mise en place de l'État-nation partout, bien, l'État-nation est devenu pour nous là, le vecteur de développement. Et on a, entre autres, électrifié l'Hydro-Québec, qui est une fierté avec ses barrages, etc. Donc, État-nation, excusez, quand j'ai dit électrifier l'Hydro-Québec, ça ne marche pas trop. On a nationalisé l'électricité, la production d'électricité, dans une compagnie étatique qui s'appelle Hydro-Québec. C'est mieux comme ça. Donc, ouverture à ses potentialités nationales dans un monde international. L'État-nation prend place un peu partout et nous, c'est un vecteur de développement pour affirmer et développer son identité. On est dans un environnement masse. Consommation de masse, les supermarchés, etc., et l'éducation de masse. Donc, utiliser l'État pour faire en sorte que tous les Québécois aient accès à l'éducation. Donc, développement massif du système d'éducation à cette époque-là. Puis, ça a marché de la Gaspésie jusqu'au sud de Montréal. Il y a eu, en peu d'années, 90, 95, 96 % des jeunes allaient à l'école. Jusqu'au secondaire. Là. Quelques repères historiques encore. Donc, en 97, suite aux États généraux,
la ministre qui se vantait d'avoir envoyé ses enfants à l'école publique est ministre de l'Éducation et a produit un document qui s'appelle « Le virage vers le succès ». Oh, excusez. Ça ne marche pas. Bon. Je vais vous le dire, qu'est-ce qu'il y a. Le virage vers le succès, c'est l'idée que l'établissement devient le lieu de la réussite. Donc, on décentralise beaucoup des pouvoirs vers l'établissement. Cette compréhension-là de l'autonomie de l'enseignement et décentralisation vers l'établissement. On crée 72 commissions scolaires linguistiques. Les commissions scolaires avant étaient protestantes ou catholiques. Maintenant, on a les commissions scolaires linguistiques. 60 francophones, 9 anglophones, les 2 autochtones que je mentionnais et une indépendante. 98, l'école, unité de décision pédagogique et administrative. C'est reconnu comme unité de décision pédagogique et administrative. Il y a un conseil d'établissement que lui, ce que j'ai expliqué, où les parents sont majoritaires, adopte le projet éducatif, les règles de vie, approuve des adaptations locales au régime pédagogique, les coûts du matériel périssable, ce que les parents payent pour les élèves, les activités hors horaires, le budget de l'école. Quand je parle du budget de l'école, ici, c'est le budget en dehors des salaires qui viennent directement de l'État. Et consulté sur les critères d'embauche de la direction, consulté par la commission scolaire. Ça, c'est ce que dit la loi à cette époque-là. Donc, et une autre période, donc là, on est dans l'idée de la réussite pour tous. On avait donné accès pour tous. Suite aux États généraux, on dit qu'il faut aller vers la réussite pour tous. Et là, l'État devient un État accompagnateur dans cette logique-là. Mais quand même, un peu plus loin, on arrive toujours avec la réussite pour tous, bien, dans un État qui devient évaluateur. On introduit l'idée des plans de réussite avec une redevabilité dans l'édition de compte, puis une gestion par résultat, qui suit ici la loi de l'administration publique qui s'est installée dans la logique du New Public Management, qui origine des pays anglophones. Donc, l'idée que chaque agence, chaque ministère a des stratégies et doit rendre compte à la population. Le conseil d'établissement approuve les plans. 2008, on va encore plus loin dans cette logique-là. Il y a des conventions entre le ministère et la commission scolaire, et ensuite, il y a des conventions entre la commission scolaire et l'établissement. Le conseil d'établissement approuve la convention de l'école. Et ici, en 2008, ce qui est particulier, on avait de fortes ambitions de décentralisation. En 2008, le ministère a imposé des objectifs aux commissions scolaires. On était dans une logique d'enlignement stratégique. Donc, on a décentralisé un moment, et là, on est en train d'avoir un mouvement de recentralisation. D'ailleurs, le comité que je mentionnais au début le note en disant que ça devient un des systèmes les plus centralisateurs à cause de ce phénomène-là. Et recommande de maintenir une approche de gestion par résultat, mais que ce ne soit pas le ministère qui impose tout craint aussi précisément les objectifs, qui est une espèce d'alignement stratégique, mais que ce soit les commissions scolaires et les écoles qui répondent à leur façon à un certain cadre stratégique du ministère. 2015, c'est encore en mouvance. Actuellement, on attend, ça va sortir, c'est pas encore sorti finalement. On attend, on va encore réduire le nombre de commissions scolaires. Et moi, la question que j'ai, est-ce qu'on va rester dans une logique aussi forte d'enlignement stratégique versus une décentralisation? Les gens du rapport recommandent de revenir à une notion de décentralisation. Et là, qu'est-ce qui se passe dans ce dernier élément-là? On est dans une dynamique locale mondiale. On n'est plus dans une dynamique nationale. Bonjour. On n'est plus dans une dynamique nationale et internationale.
On est dans une dynamique locale mondiale. C'est plus l'État-nation qui régule les choses. Et si on veut rester, surtout pour des quartiers ou des villages dans la ruralité, en vitalité, il faut que ces villages-là soient accompagnés pour qu'ils se prennent en charge, qu'ils s'organisent, puis créent des conditions culturelles, économiques et sociales qui vont leur permettre de se revitaliser. J'ai personnellement travaillé sur certains dossiers de cette situation-là, et c'est vraiment la perspective dans le contexte mondial. Donc, investir le territoire local dans l'espace mondial pour maintenir et développer sa vitalité. On est donc dans un environnement complexe et pluriel. J'aime bien donner l'exemple. Moi, quand j'étais à l'école primaire, traditionnellement, on allait à la cabane à sucre. C'était clair. La cabane à sucre, c'est l'endroit où on produit le sucre d'érable au printemps. On avait des autobus, tout, c'était une tradition. À un moment donné, il y a des écoles qui avaient des élèves qui pouvaient pas, leur religion ne leur permettait pas d'aller à la cabane à sucre. Qu'est-ce qu'on fait? C'était acquis. On allait tout le monde à la cabane à sucre. Mais à cause de la complexité, de la pluralité, là, on ne peut plus piloter de la même façon. Il y avait nous autres, l'hiver, on mettait des sucres. L'été, il n'y avait pas de sucre. Et là, ça donne qu'il y a des élèves qui arrivent d'Afrique qui portent les sucres l'été. Donc, l'espace mondial versus local fait en sorte que la pluralité descend dans le local. Et l'école doit répondre à ça. Donc, et on estime qu'au niveau scolaire, c'est dans la littérature, et même dans la perspective de centralisation que le ministère a, c'est-à-dire l'école, au niveau des moyens, doit être libre de choisir ses moyens, parce que c'est elle qui est le mieux placée pour s'adapter à cette réalité qui est rendue plurielle et complexe. Et une des références qu'on a, 3 effets conjugués pour l'apprentissage, la réussite. Donc, je m'excuse encore du graphisme, l'effet, vous en avez entendu parler, l'effet composition. Il y a des élèves qui arrivent dans les écoles, qui ont un quartier, qui a une situation socio-économique, etc. Donc, l'école, en soi, a un effet de compétition qui marque la réussite des élèves, qui marque l'effet des élèves, en soi. On peut difficilement imaginer qu'une situation de quartier favorisé soit en autant de difficultés qu'une situation de quartier défavorisé, indépendamment de ce que l'école fait. Donc, il y a un effet en soi de composition. Mais les recherches ont démontré, ça c'est inhérent, les recherches ont démontré que l'école peut réussir à endiguer en partie cet effet-là. Jamais pas jusqu'à date l'enrayer, mais l'endiguer. D'ailleurs, les premières recherches qu'ils ont eues sur l'effet composition, c'était dans les années 60, c'était des Américains. Eux autres, ils ont établi que l'école n'avait aucun impact. Les gens du monde scolaire n'ont pas aimé ça du tout. Et on a approfondi le cas, et on est arrivé à la conclusion que si on prend une classe dans un même profil socio-économique versus une autre classe dans le même profil socio-économique, il pouvait avoir un effet selon les attitudes des enseignants et enseignantes. Donc, les enseignants et enseignantes ont un effet, l'effet maître. Et c'est l'effet direct. Et il a aussi été démontré qu'il y a aussi un effet établissement. Et c'est un effet indirect qui intervient auprès des maîtres, des enseignants, qui fait en sorte qu'il y a une réussite. Donc, l'école, dans cette complexité-là, dans cette pluralité-là, est en position pour influencer et contrecarrer l'effet composition, les caractéristiques socio-économiques. L'école n'est pas en position pour faire des miracles extraordinaires, mais il y a un jeu, il y a une possibilité. En tout cas, il y a beaucoup d'éducateurs et de directions, de pilotes qui ont cette conviction-là. Et juste un petit mot pour parler de la gestion par résultat, pour parler aussi au Québec comment c'est vécu, puis comment aussi la logique d'établissement apparaît. C'est qu'en fait, on était dans une gestion de la conformité. Il y a un programme, on vérifie si tu appliques le programme, si tu fais les choses qui sont requises. On vérifie si tu suis les prescriptions. On est dans une gestion de la conformité, dans une logique bureaucratique très centralisée.
On est ce qu'on appelle une régulation par la normalisation du travail. Hein, tu dois faire ci, tu dois faire ça, il y a des règles à suivre, etc. On est dans cette logique-là. Avec la gestion par résultat, on postule que c'est une gestion stratégique. Chaque établissement est en situation stratégique, en fonction de son milieu. Je répète, complexité, pluralité, le milieu est différent, donc c'est l'école qui est la mieux placée, la plus proche des décisions, pour ajuster le service. Donc, dans cette logique-là, excusez, c'est supposé de faire un rond. Bon. Il y a l'aspect de responsabilité. On est responsable de répondre ce qu'on apporte aux élèves. Hein? Il y a l'aspect de l'adaptabilité. Il y a un programme, mais comment on peut l'adapter à notre école? Puis il y a un aspect d'apprentissage. Si on veut améliorer les résultats, il faut aussi apprendre, il faut être dans une situation d'apprentissage collectif, organisationnel, etc., pour améliorer de fois en fois. Parce que je me plais à dire que on a mis tous les enfants à l'école, on a atteint des taux de réussite intéressants, mais il y a encore trop de décrochage. En fait, il faut réussir ce qu'on n'a jamais réussi à réussir jusqu'à date. Rejoindre ces enfants-là, qui autrefois avaient une place dans la société. Maintenant, il n'y en a pas. Et là, on est pris avec ça. Donc, c'est un danger et un défi de gestion et de pilotage et d'enseignement énorme. Il n'y a pas de bonne réponse, là. En tout cas, il n'y a pas de réponse universelle. Ici, on dit, on fait une régulation par résultat. On vérifie les résultats, mais on te laisse libre des moyens. Tu es responsable, tu vas apprendre, tu vas faire de l'adaptation. Facile à dire, c'est pas toujours facile à faire. Donc, nouvelle gouvernance scolaire de l'État éducateur, qui avait le principe que lui était vraiment éducateur, à un État plus évaluateur. Renforcement de l'autonomie de gestion des établissements et des classes. Recherche d'un nouvel équilibre entre centralisation et décentralisation. Pression d'un quasi-marché de compétition qui vient jouer là-dedans. Il faut être performant parce qu'il faut attirer les élèves. Participation formelle des parties prenantes, les parents, la communauté, etc. Suivi des instances, des actrices et des acteurs et des outils d'évaluation. Dans le rapport, actuellement, les redditions de comptes pour les établissements, c'est bien installé. Dans le rapport des experts, ils disaient qu'il faudrait installer un peu plus d'évaluation des enseignants et enseignantes. Les repères. Maintenant, vous êtes pilote. On vous dit ça, là. On vous dit, vous êtes responsable, vous devez rendre des comptes, puis etc. Puis vous devez améliorer la performance, puis on vous dit ça. Mais vous n'êtes pas sûr qu'on vous laisse toute l'autonomie nécessaire. Hein? C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une superposition de logiques organisationnelles. Les logiques organisationnelles, quand ils étaient présents, ils ne s'enlèvent pas comme ça, là. Les sociologues appellent ça le sentier de dépendance. On est dans des sentiers, puis, vous savez, quand la trace est faite, là, marcher à côté du sentier, c'est difficile, on retourne dedans. Hein? Donc, sédimentation, des couches sédimentaires, mais ça reste là. Donc, dans cette sédimentation, actuellement, les pilotes, ils doivent composer avec 3 logiques. Première logique, la logique bureaucratique, avec le développement d'une fonction publique moderne chez nous, hein? Une régulation par la normalisation du travail et de la formation. Conformité des actes et des moyens. C'est encore présent. Quand il y a eu l'étape, vous avez vu, quand il y a eu le moment fortement de décentralisation, comme par hasard est arrivé plein de mesures ciblées, avec des budgets ciblés, où on devait proposer, remplir des formules pour avoir les sous. C'est un moyen de récupérer du pouvoir versus la décentralisation qu'on avait accordée. Donc, le système bureaucratique, il se protège. Hein, il est d'une logique et il va continuer à faire ça. Donc, moi, comme pilote, je me fais dire, tu es responsable, mais il y a plein de mesures qui viennent surveiller toutes sortes de choses. Qu'est-ce que je fais avec ça? Première logique. Deuxième logique qui est là, logique communautaire. Il faut se rappeler qu'on est parti des commissions scolaires. L'éducation a été prise en charge par la population et non par l'État dans un premier temps. Donc, on est une logique communautaire. Il y en avait près de 2000 commissions scolaires avec des élus. Donc, cette logique-là qui s'est renforcée en cours d'année,
Vous avez vu, à un moment donné, on est allé jusqu'au conseil d'établissement avec une place importante par les parents, etc. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, on est dans une logique de régulation d'ajustement mutuel. Le projet éducatif. Mutuellement, on va s'organiser, on va réguler ensemble, on va analyser nos situations, on va trouver des solutions, on va organiser l'école en fonction de nos situations pour l'adapter. Donc, partenariat local autour du projet éducatif. Et finalement, une troisième logique, la logique managériale. Hein? Régulation par les résultats, des conventions, la reddition de comptes à la hiérarchie et à la population. Ça, dans la logique du nouveau management public. Donc, chez nous, si je suis pilote d'une école, je me fais dire par ma commission scolaire qui s'est fait dire, bien, c'est tel objectif, tu as 5 ans, dis-moi comment tu vas y arriver. Alors, par exemple, il y a une directrice d'école qui me dit, mais nous autres, ma commission scolaire a dit que l'objectif de la commission scolaire, c'est l'amélioration de la lecture. Nous autres, ça fait 3-4 ans qu'on travaille ça, on est rendu à l'amélioration de l'écriture. Mais dans mon projet, je suis obligé de nous donner des objectifs d'amélioration de la lecture. Parce que c'est imposé. Parce que c'est une logique de cette façon-là. Donc, le pilote, il compose avec ça. Donc, le pilote, il compose avec ces 3 dimensions-là. On lui dit, tu es responsable, tu es autonome, etc., tu te rends compte, etc., mais on continue d'être bureaucratique, puis on y impose des éléments. Et le pilote compose avec une dialogique importante. Dialogique, c'est un rapport de force. Hein? Deux dimensions. Une dialogique verticale. La verticale, c'est surtout de haut en bas. Un petit peu de bas en haut, mais c'est surtout de haut en bas. La logique verticale, c'est intégration dans le tout. Le ministère, la commission scolaire, on intègre le tout. Le tout est fort, puis il faut que ce soit intégré. Coordination hiérarchique. Et là, c'était supposé être plus beau que ça, là. Ici, la logique de ça, c'est la force de l'uniformisation. C'est la conviction, à tort ou à raison, que si on uniformise, ça va être fort. Puis j'ai une anecdote à ce sujet-là. À un moment donné, on a eu un ministre d'éducation. Il en passait des ministres d'éducation, puis ils n'étaient pas tous pédagogues. Hein? Donc, la ministre d'éducation dit, il va y avoir des dictées au moins toutes les semaines. C'est venu heurter certaines conceptions pédagogiques. Hein? Quelque temps après, elle était tout à fait offusquée que finalement, le monde, ils ne font pas ça. Donc, elle dit, les commissions scolaires et les écoles, ils ne font pas ce qu'on dit. Donc, cette logique-là de vouloir contrôler d'en haut, elle pensait que si tout le monde faisait des dictées une fois par semaine, ça aurait de la force. Elle était dans cette logique-là. Donc, les bureaucrates et ceux qui pensent à la centralisation, c'est parce qu'ils pensent qu'on a besoin de force. Et à quelque part, il y a peut-être des éléments qu'on a besoin de force. C'est la réflexion. Si on veut l'équité, si on veut, etc., si on veut... Il y a besoin d'une certaine coordination, d'une certaine... Donc, mais jusqu'où on va dans cette force-là? Parce qu'elle est opposée à la force horizontale, différenciation des partis, coordination autonome. Ici, c'est la richesse de la diversité. Donc, on oppose la force de l'unité versus la recherche de la diversité. Donc, la polarité, c'est décentralisation versus centralisation. J'aime ça le mettre en polarité comme ça, parce que c'est pas juste un dogme. Centralisé, décentralisé. C'est dans une dynamique. Trop décentralisé, peut-être qu'il va manquer de force. Puis, trop centralisé, il va manquer de richesse. Donc, quelle est la dynamique? Et j'ai une illustration, parce que j'aime bien ramener ça, cette illustration, à la classe. Encore là. Donc, la classe, déjà dans la classe, on parle de différenciation pédagogique. C'est la même logique. Est-ce qu'on peut différencier pour chaque élève? Mais le prof, lui, il faut qu'il coordonne un peu, il faut qu'il y ait des choses, des éléments communs, parce qu'il n'y arrivera pas. Donc, lui aussi, il faut qu'il fasse un équilibre entre la différenciation et l'intégration, la coordination du tout. Donc, ici, c'est là. Et on a le cycle, c'est la même chose. À chaque élément, est-ce que le cycle, il va différencier pour chacune des classes ou il va coordonner pour que chaque classe soit pareille? C'est la même chose. Et ici, on rajoute les familles, la dynamique avec les familles. Est-ce qu'on va avoir la même attitude avec chaque famille ou on va différencier notre relation avec les familles selon leurs besoins? À trop différencier, on n'arrive plus à enseigner, mais à pas différencier du tout, on n'a plus le soutien des familles.
On est toujours en position d'équilibre. Et là, on continue. L'école, elle, est-ce qu'elle différencie dans son pilotage versus chaque classe, qui a besoin de différencier versus chaque élève? Et l'école, dans sa dynamique avec la communauté, est-ce qu'on est aussi dans une dynamique de différenciation par rapport à la communauté? Et on monte comme ça, ministère-région, on est continuellement dans un... Est-ce que le ministère veut différencier avec les commissions scolaires ou veut coordonner, intégrer tout? On est complètement dans des dilemmes. Et je trouvais ça intéressant de partir de la classe. C'est le même dilemme que les enseignants ont. Et finalement, donc, 3 logiques présentes. La direction est prise d'entre, d'un côté, la centralisation, d'un autre côté, la décentralisation. Puis, on a aussi 3 visions de la pratique chez les directions. Ça, c'est une interprétation assez personnelle. Principal enseignant, ou le principal enseignant. Le principal, hein? C'est là que ça vient, les directions au début. C'était pas un métier, c'était pas une spécificité, c'était un enseignant qui avait charge de diriger l'école, mais il continue à enseigner. Donc, dans cette logique-là, on est en proximité de la classe, c'est l'enseignant patron. Ça existe encore, cette idée-là, dans la tête des enseignants, c'est dans la tête de certains pilotes aussi, c'est encore en présent, c'est une trace sédimentaire. On a le gestionnaire opérationnel, qui est conforme aux prescriptions administratives, le manager. Puis finalement, on a le pilotage pédagogique, l'établissement qualifiant et apprenant, le leader pédagogique, qui permet l'adaptation. Mais le pilote, il va arbitrer, lui aussi, entre ces trois visions-là. Au Québec, systématiquement, les directions, et plusieurs recherches qui ont fait parler des directions, disent on a trop d'administratifs. On n'arrive pas à pédagogique. Moi, la question que je pose, c'est quelle est ta conception de la pédagogie? Est-ce que ta conception de la pédagogie est comme le principal enseignant qui arrive à connaître tous les élèves, puis qui va dans les classes, puis qui est en relation avec le prof en fonction de l'élève? Moi, il y avait une directrice à la retraite qui m'expliquait qu'elle allait donner les bulletins dans toutes les classes. Elle connaissait le nom des 300 élèves. Puis, en donnant le bulletin, elle voyait les résultats, puis elle discutait avec l'enseignant. Puis là, elle dit, aujourd'hui, les directions n'ont absolument pas de temps de faire ça. Ils ont tellement d'ouvrages. Ils sont tellement dans la gestion opérationnelle qu'ils n'ont pas de temps de faire ça. Mais est-ce que le geste pédagogique, le leadership pédagogique est réservé strictement à aller en classe? Ou si je fais le budget, ce n'est pas un geste pédagogique? Si quelqu'un vient me voir avec une activité, puis je lui dis, est-ce que c'est en lien avec notre projet éducatif, ce n'est pas un geste pédagogique? Le geste pédagogique, le leadership pédagogique s'exerce sur beaucoup de dimensions. En fait, il devrait s'exercer sur toutes les dimensions de l'école. Parce que comme pilote, j'ai toujours en fonction la destination. Un pilote, ça mène son navire à destination. J'ai toujours en fonction la destination. Donc, dans chacun de mes gestes, j'ai ça en tête. C'est une préoccupation. Donc, chacun des gestes, ils peuvent être pédagogiques. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paperasse et beaucoup de ci qui pourraient être réduits. Ça, je souscris à cette idée-là. Mais n'empêche qu'il y a 3 visions de pratique. Donc, le pilote, qu'est-ce qu'il fait pour le pilotage? Quel repère? Il y a 3 logiques organisationnelles. Il y a 3 visions de la pratique, puis il se retrouve entre un jeu, parfois on centralise plus, parfois on décentralise. On lui dit, t'es responsable, on lui impose toutes sortes de choses, donc il est pris là-dedans. Lui, est-ce qu'il va être dans une logique d'application ou il va trouver ses espaces d'autonomie pour créer l'école à l'image de ce qu'il pense qu'elle devrait être créée? Les recherches, dernièrement, il y a un collègue qui a fait de la recherche sur les gestions par résultat avec l'imposition des objectifs, puis il dit, rendu au niveau des pilotes, là, ils n'appliquent pas ça systématiquement. Ils trouvent leur espace de jeu. Ils sont dans une logique. Ils s'installent dans la logique. Donc, ils peuvent choisir. Est-ce que je suis dans la logique bureaucratique, puis j'applique les règles, puis je me contente de ça? Est-ce que je suis dans la logique communautaire, puis je crée une dynamique communautaire, etc., ou je suis dans une logique de reddition de comptes, un peu bébête, sans trop, au-delà du contrôle, sans trop créer une dynamique
d'évaluation, de mise en valeur de ce qu'on fait, de création de sens collectif autour de l'évaluation. Le pilote, il y a ce jeu-là. Il est dans ces construits-là. Donc, le fameux rapport aussi dit l'effet déterminant de la conjugation de l'autonomie professionnelle des enseignants et du leadership pédagogique de la direction déterminant. En fait, au Québec, il y a un nouvel espace de pilotage à occuper. On s'attend à ce que les directions soient des pilotes. Piloter, c'est aller à une destination, puis trouver la manière pour y aller. Mais lui, il est pris dans toutes ces logiques-là, puis il doit composer avec ça. Ce n'est pas nécessairement simple, mais il a besoin d'être un acteur stratégique dans ce contexte-là. Sur quel levier ou sur quoi il va s'appuyer, quelle légitimité il va avoir pour soit appliquer certaines normes, puis il faut les appliquer, soit les appliquer d'une façon particulière qui correspond au projet de l'école, etc. Quand, chez nous, la gestion par résultat est arrivée, comme par hasard, pendant un bout de temps, on n'a plus entendu parler des projets éducatifs, de la dynamique communautaire. On était enlignés sur l'objectif du ministère. Là, tranquillement, on commence à dire comment je compose avec mon projet éducatif local versus l'obligation. Comment je compose avec ça? Est-ce que je mets ça dans mon plan de réussite? Est-ce que je suis capable de faire valoir ça à mon pouvoir organisateur, comme quoi je suis enligné aussi sur mes dimensions communautaires, etc. Assumer un leadership déterminant, la littérature dit ça, et au Québec, on rapporte beaucoup d'éléments de la littérature, en soutenant le partage du leadership. Le leadership, on parle de leadership partagé, leadership pédagogique, de la direction, mais aussi des équipes, des individus dans son école, en mettant l'emphase sur l'apprentissage et les résultats, l'obsession de l'apprentissage, l'obsession des résultats, toujours questionner cette dimension-là, en créant des conditions d'un enseignement, d'un apprentissage efficace, favoriser et accroître la qualité de l'enseignement, définir les objectifs et mesurer le progrès réalisé, assurer une gestion stratégique des ressources, collaborer avec les ressources extérieures, en étant relais, traduction entre les politiques et les pratiques éducatives, puis en entretenant des liens entre l'établissement et son environnement. C'est des grandes lignes de conduite du pilotage qui se dessinent, qui interpellent beaucoup au Québec actuellement. Piloter de façon stratégique, un pilote orienté, situé dans son contexte, interconnecté à l'intérieur et à l'extérieur, global, une vision globale, visant le résultat, les performances. Ici, ça demande, selon moi, une approche systémique dans le modèle de pilotage qu'on présente. Et ce modèle-là, vitement, juste pour le situer, les pilotes, on dit, ils sont dans 6 sous-systèmes. Le premier sous-système, c'est le système de finalisation. Ça, c'est tous les objectifs, les finalités, du projet de l'élève jusqu'au projet éducatif. C'est cohérent et c'est en ligne. C'est tout orchestré. La communication ici, c'est que si je pilote puis je vais aller à destination, il faut qu'il y ait des systèmes de communication. On parle d'organiser une communication organisante, donc les lieux de rencontre, les moments de rencontre, les outils de communication, etc. Comme pilote, je dois posséder, je dois réfléchir, analyser cette situation-là puis tenter d'améliorer le système de communication. La prise de décision, articuler la prise de décision. On aime bien dire, nous, quand on enseigne cet aspect-là, c'est le pilote qui décide de la décision. Est-ce que c'est lui qui prend la décision? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est une décision autonome, c'est une décision mixte? Mais il doit s'assurer que la décision repose sur un processus le plus rationnel possible, en sachant très bien que c'est impossible d'avoir la décision absolue. Il y a toujours l'incertitude. Évaluation. Évaluer, valoriser l'évaluation. Faire en sorte qu'on ait une évaluation, Alain, dans ses livres, il dit une évaluation pour évoluer. Donc, l'idée, c'est de traiter de l'évaluation pour évoluer. Dans le monde scolaire, c'est très difficile parce qu'on a l'image de l'évaluation sanction. C'est collé à la peau. Donc, recevoir une évaluation, c'est toujours inquiétant, puis les gens ont beaucoup de difficultés à rentrer dans l'évaluation. C'est ailleurs aussi, hein? Le facteur P, le facteur personnel joue, mais dans le monde scolaire, c'est là. Ce qui fait qu'on... Moi, je trouve ça particulier. Le monde scolaire, c'est peut-être une des organisations où il se fait le plus d'évaluations. Combien chez nous, là, on a 3 bulletins cotés par année. Puis
plus un autre. C'est 4 fois d'évaluation. On fait 4 fois. Il y a beaucoup d'énergie sur l'évaluation. Et pourtant, on ne fait pas parler l'évaluation. C'est en même temps, on ne fait pas d'évaluation. On donne des notes, mais on ne fait pas d'évaluation de ce qu'on produit. Et ça, c'est contradictoire. Donc, l'évaluation, une culture d'évaluation, l'évaluation n'est pas juste à la fin, pas au début, dans le milieu, donner de la valeur, mettre en valeur. L'évaluation, c'est évaluer, c'est mettre en valeur. Comment on est capable de mettre en valeur? L'intelligence, entretenir un environnement d'apprentissage, établissement qualifiant pour le développement professionnel, établissement apprenant pour créer un savoir organisationnel, capitaliser et utiliser. Et veiller à la veille, mettre des dispositifs de veille, qu'on puisse surveiller qu'est-ce qui se passe. Est-ce que les choses prévues se réalisent? Est-ce que ça donne des résultats, etc.? Et le pilote n'est pas le seul à veiller à la veille. Il peut y avoir des comités. Un comité qui a mis en place un projet peut s'organiser pour veiller. Donc, retourner de l'information pour qu'on puisse actualiser, toujours ajuster. Donc, ça, c'est un peu un modèle qu'on propose, et c'est autour de ce modèle-là qu'on veut créer une dynamique de partenariat pour l'enrichir, l'améliorer, puis fournir des outils, puis des réflexions pour les pilotes. Tout ça, nécessairement, est en lien un à l'autre, et en fonction de la destination où on veut s'en aller. Bon, ça, c'était ma dernière diapo. Je ne sais pas s'il y a des réactions. Je n'ai pas vu le temps. Il reste encore.